Bonjour et bienvenue à tous sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Notre invité de ce mardi matin est François de Rugy, député de Loire-Atlantique, qui vient de quitter Europe Écologie Les Verts pour créer Écologiste, votre nouvelle formation dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Merci d'être avec nous, François de Rugy. Bonjour et merci. Avec moi pour co-présenter cette émission, Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour. Et Mathieu Bruckmüller, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour. Chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission. Je vous rappelle rapidement, vous avez une trentaine de minutes pour commenter, réagir et poser votre question à notre invité. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Alors François de Rugy, Europe Écologie Les Verts a enregistré une nouvelle vague de départ ce week-end suite au vote des militants en Nord-Pas-de-Calais, Picardie et leur décision de ne pas s'allier pour les régionales avec le Parti socialiste et de regarder davantage vers le front de gauche. Est-ce que vous diriez, comme Jean-Vincent Placé l'a dit ce week-end, qu'il s'agit là de la fin de l'aventure Europe Écologie Les Verts? Oui, moi je l'ai dit d'ailleurs lorsque j'ai annoncé mon départ, j'ai dit pour moi EELV c'est fini. C'est fini pour moi, mais je pense par ailleurs que c'est fini. C'est une aventure, un élan qui avait été créé par Danny Cohn-Bendit en 2009. Aujourd'hui, plus personne ne reconnaît, à commencer par Danny Cohn-Bendit, qui ne reconnaît plus son bébé de 2009. Donc vous avez fondé Écologie avec un point écologiste, pardon, avec un point d'exclamation. Tout le monde est le bienvenu, avez-vous dit il y a quelques jours. C'est qui tout le monde? Et le bienvenu de quelle manière? En adhérant directement, en contribuant Oui, Est-ce que vous pouvez me décrire un peu le dispositif que vous avez en tête? D'abord, nous avons voulu que ce nouveau mouvement politique, son nom soit extrêmement clair. C'était d'ailleurs un problème. EELV, plus personne ne comprenait pourquoi on avait comme ça un nom à rallonge. Écologiste, c'est simple, le message il est direct, nous sommes écologistes. Avant tout, c'est notre identité politique, notre mission politique, c'est de remettre toujours l'écologie au premier rang des priorités, alors qu'on sait que les partis traditionnels du gouvernement ont tendance à les renvoyer au dernier rang. Et puis nous voulons que ce soit ouvert, parce qu'évidemment on pense beaucoup aux personnes qui, comme nous, ont quitté EELV. Certaines l'ont fait il y a déjà quelques mois, d'autres vont le faire, sans doute dans les semaines ou les mois qui viennent. Mais il y a aussi, je pense, des personnes, des Françaises et des Français, qui sont sensibles à l'écologie, qui ont envie de faire avancer l'écologie et qui jusqu'à présent ne se reconnaissaient pas dans EELV. Mais tout le monde n'a pas forcément envie d'adhérer à un parti. Donc comment allez-vous travailler avec des gens qui n'ont pas envie d'être encartés? Voilà, nous voulons justement avoir un mouvement très ouvert où on puisse contribuer en quelque sorte, plus que adhérer, parce que adhérer ça donne tout de suite, bon adhérer bien sûr, hein, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui veulent adhérer, qui nous contactent, qui veulent adhérer et c'est normal, mais ça donne l'impression que comme si on s'enfermait un peu. Il y a beaucoup de personnes en France qui ont l'impression qu'adhérer à un parti politique c'est un peu s'enfermer. D'ailleurs, quand on voit certaines réactions à notre départ de EELV, ça leur donne raison. Donc on veut que des Françaises et des Français puissent contribuer. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux contributions financières et un mouvement a besoin de moyens. Aujourd'hui, nous partons avec zéro d'ailleurs en la matière, mais c'est aussi les contributions surtout sur les idées, les contributions sur le fond, c'est la participation ponctuelle à une campagne sans qu'on soit forcément dans un espèce de stakhanovisme militant où c'est à qui aura fait le plus de réunions. Quelqu'un comme Nicolas Hulot, qui aujourd'hui est sur une autre trajectoire, pourrait travailler avec vous par exemple. Bien sûr, on en serait très heureux, mais en revanche, on ne veut surtout pas commencer à instrumentaliser ou à annexer des personnalités, des fortes personnalités qui ont leur propre parcours. Sur votre identité politique, vous assumez une ligne plutôt social-démocrate, vous ouvrez aux centristes. Est-ce que votre parti est encore un parti de gauche? Nous considérons que nous sommes écologistes avant tout. Il peut y avoir des écologistes qui ne se sentent pas spontanément de gauche. Et moi, je respecte tout à fait cette façon de voir l'écologie. Moi-même, je me définis plutôt comme du centre-gauche depuis que je suis engagé en politique. Il y a en politique française la gauche, la droite, c'est assez structurant. Mais je ne veux pas qu'on s'enferme là-dedans. En revanche, nous sommes clairs sur les alliances politiques et électorales que nous pourrions avoir. Le fait que nous avons été élus, tous les députés d'ailleurs, EELV, les sénateurs, dans le cadre d'une majorité. Cette majorité, c'est la majorité de 2012 de François Hollande. Nous voulons jusqu'au bout y agir. Justement, une question d'internaute, un certain Coton. En quoi le parti de gauche, un parti favorable à la sortie du nucléaire et de l'écotaxe, est-il moins écolo-compatible que le PS, beaucoup plus éloigné d'EELV sur ces questions? Et si vous voulez, l'alliance avec le parti de gauche, et pourquoi ça a fait tant de remous, ce choix terrible qui a été fait dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie samedi par quelques centaines de militants de EELV, c'est que d'abord il y a cette menace du Front National qui est complètement
ignoré manifestement par un certain nombre de dirigeants de LV, et comme l'a dit Danny Cohn-Bendit, c'est extrêmement grave, il a même dit que c'était un choix débile, lui, avec ses mots à lui. Mais au-delà de ça, si vous voulez, le parti de gauche, M. Mélenchon, quand vous l'écoutez, si vous l'invitez, je ne sais pas si vous l'avez déjà invité ici, peut-être qu'il va vous parler d'écologie. Si vous allez sur son site internet, peut-être qu'il y aura des propositions d'écologie. Mais quel est son discours principal? C'est anti-austérité, anti-euro, anti-Europe, c'est un discours anti-européen maintenant, anti-allemand, évidemment anti-gouvernement, anti-Hollande. Il l'avait traité de capitaine de pédalo avant même qu'il soit président de la République. Donc l'écologie n'est pas au premier rang de ses priorités. Alors vous allez me dire, le Parti socialiste non plus ne met pas forcément l'écologie au premier rang de ses priorités. Mais la seule question, c'est est-ce qu'on peut trouver des compromis? Est-ce qu'on peut avancer? Je crois que oui. Quand je vois la loi de transition énergétique que nous avons faite avec Ségolène Royal, je dis ça, c'est une avancée extrêmement importante dans le sens de l'écologie. Cela dit, François de Rugy, on comprend votre volonté de vous rapprocher du PS, de la majorité. Travailler ensemble, voire peut-être entrer au gouvernement. Mais comment se mettre d'accord, franchement, avec le gouvernement sur Notre-Dame-des-Landes, sur Fessenheim, sur la taxe poids lourd, sur le gel des normes environnementales pour les agriculteurs? Si l'un de vous rentre au gouvernement, il va falloir assumer cette ligne-là. Est-ce que c'est pas trop difficile? Alors d'abord, il ne vous aura pas échappé, par exemple, que sur la taxe poids lourd, elle a été supprimée par Ségolène Royal. Nous étions en désaccord profond, et je suis toujours en désaccord profond avec ce choix. Je pense que s'il y avait eu un ministre ou une ministre écologiste de l'écologie, le choix n'aurait pas été le même. Le poids dans les arbitrages à l'intérieur du gouvernement n'aurait pas été dans le même sens. Sur Fessenheim, puisque vous en parlez, cette vieille centrale nucléaire qu'il faut fermer, ou alors sur laquelle il faut réinvestir des centaines de millions d'euros pour en prolonger la vie, eh bien c'est pareil. Nous, dans la lignée d'ailleurs de ce qu'a dit le président de la République depuis 2012, avant même les élections, c'est fermeture avant la fin du mandat. Je crois d'ailleurs que Ségolène Royal a fait un petit peu marche arrière, preuve que la position du gouvernement est plus proche de notre position que ce qu'elle avait exprimé dans un premier temps. Si vous deviez revenir au gouvernement, enfin vous ou quelqu'un d'autre, un autre écologiste, quelles seraient les conditions, parce que ce serait sur la base d'un contrat, j'imagine, oui. Quelles seraient les conditions précises que vous jugez incontournables pour retourner au gouvernement? Alors ça, je sais bien que vous aimeriez qu'on fasse soit une liste de courses ou on trace des lignes rouges sur une carte politique. C'est la question que se posent les gens, que se posent les électeurs, que se posent les citoyens. Je crois surtout que d'abord les Français, ils voudraient savoir s'ils ont affaire à des écologistes qui veulent agir ou à des écologistes qui veulent d'abord protester et contester. Et l'image d'ailleurs, malheureusement, qui s'est fortement dégradée des écologistes ces dernières années, c'est une image protestataire, contestataire. On m'a même dit souvent, vous êtes anti-tout. Voilà, dès qu'il y a un projet, vous êtes contre. Les Jeux Olympiques, vous êtes contre. Telle autre chose, vous êtes contre. Bon, je crois qu'il faut sortir de ça. Déjà, ça, c'est une question de fond. Et nous sommes clairs, nous voulons agir. Ensuite, partout où nous sommes, au niveau local comme au niveau national. Et puis après, nous souhaiterions qu'il y ait une feuille de route, vous avez parlé de contrat, je dis feuille de route écologiste pour la fin du mandat d'ici 2017. Nous pouvons encore faire des choses. Et moi j'ai dit, il y aura la conférence climat à la fin de l'année, il y a des engagements internationaux, il faut absolument obtenir des résultats, mais il y aura une déclinaison à avoir dans la politique française. Et le gouvernement devra être au diapason, et ça n'a pas toujours été le cas, de ce que dit le président de la République. Et il faut soutenir d'ailleurs le président de la République dans son combat pour la lutte contre le changement climatique. Comment est-ce que vous comptez cohabiter à l'Assemblée et au Sénat avec vos anciens camarades justement de LV? Et Jean-François Placé doit-il démissionner la présidence du groupe Écoutez, la légitimité parlementaire, ce n'est pas une légitimité de parti. Il faut rappeler des choses simples. Les parlementaires, ils sont élus par des électeurs. Ils peuvent être désignés par des partis qui concourent à la vie démocratique. Mais il ne faut jamais oublier l'ordre des choses. Si nous sommes là où nous sommes, nous les parlementaires, les députés à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il y a des Françaises et des Français qui ont voté pour nous, qui ne sont pas tous écologistes d'ailleurs et qui sont encore moins militants de tel ou tel parti. Les sénateurs, c'est un autre mode de scrutin, mais ils ont des grands électeurs également qui font leur légitimité. Est encore légitime aujourd'hui pour être président est totalement légitime pour être président du groupe écologiste au Sénat, si ses collègues le veulent, et je crois que la quasi-totalité de ses collègues sénateurs écologistes le veulent. Et à l'Assemblée ? Pour ce qui est de l'Assemblée nationale, j'ai dit pour ma part, pour anticiper, lorsque j'ai dit que pour moi, LV c'est fini, j'ai dit moi je ne veux pas que ça crée de problème au groupe écologiste à l'Assemblée parce que je veux pérenniser le groupe écologiste à l'Assemblée. Et je vois qu'il y a des gens, parce que si on veut que l'écologie avance à l'Assemblée, je crois que c'est utile qu'il y ait un groupe, même avec différentes sensibilités, composantes, tendances au sein de ce groupe, ce qui est une réalité depuis des mois.
Vous dites que pour que l'écologie avance, donc il faut peser à tous les niveaux du pouvoir, à tous les niveaux des institutions. Là, il y a les élections régionales, il y a ce qu'on vient d'apprendre, donc cette crise d'Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous êtes en train de négocier avec le PS pour entrer avec eux sur leur liste? Est-ce que vous allez présenter des listes là où il y a un accord que vous rejetez, vous, entre Europe Écologie et le parti de gauche? Quelle va être votre position et où en êtes-vous dans les régionales? Nous sommes clairs et cohérents depuis le début. Nous ne voulons pas rajouter de la division à la division. Nous considérons qu'il y a déjà un trop grand émiettement, une trop grande division pour les différentes sensibilités de la majorité présidentielle. Et donc nous souhaitons plutôt contribuer au rassemblement. Nous voyons que d'un côté, EELV dérive vers la gauche de la gauche. Et ce n'est pas une petite décision isolée comme ça. Vous savez que dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la tête de liste, elle est porte-parole nationale de EELV. Elle ne sera pas désavouée par EELV. Les militants de cette région ont voté à 75%. Donc ça, c'est la ligne de EELV, c'est d'aller vers la gauche de la gauche, d'aller vers une écologie protestataire. Nous irons en effet voir s'il est possible de travailler à des projets communs pour nos régions, appuyés sur le bilan. Vous savez que les élus régionaux écologistes, il y en a aujourd'hui près de 300, ils sont présents, ils sont aux manettes dans nos régions et ils font un travail au service des habitants de nos régions. J'ai l'impression qu'on perd complètement de vue d'ailleurs dans tous ces débats ce qui est bon pour les habitants de nos régions. Les TER, par exemple les trains express régionaux, c'est un enjeu écologique majeur. Et or le risque, c'est qu'il n'y ait plus d'élus écologistes demain dans un certain nombre de conseils régionaux. Et nous voulons tout faire pour éviter cela et œuvrer au rassemblement face au Front National et à la droite. Est-ce qu'il y a des discussions aujourd'hui dans certaines régions avec le Parti socialiste? Oui, bien sûr. Lesquelles, par exemple? Nous faisons tout cela un peu en accéléré parce que les élections parce que c'est dans 3 mois. Régionales, en moins de 3 mois maintenant, le 6 décembre a lieu le premier tour. Et le premier tour sera décisif, car s'il y a un trop grand émiettement au premier tour, on sait très bien sur quoi se jouera le deuxième tour. C'est une élection à 2 tours, ne l'oublions pas. Au deuxième tour, à ce moment-là, ce sera la droite face au Front National. Et moi, je ne me résous pas à ce que le choix, le seul faux choix qu'il nous reste, c'est entre M. Estrosi et Mme Marion Maréchal-Le Pen en Provence, par exemple. Pour agir, il faudra des candidats. Combien visez-vous de candidats dans les listes de la majorité? Nous sommes en train de construire, vous savez, le parti écologiste que nous avons lancé, j'en ai un petit peu posé la première pierre d'ailleurs dans Ouest France, eh bien c'est pierre après pierre que nous construisons. J'imagine que vous avez déjà en tête et nous avons beaucoup, je suis même surpris, je vais vous dire, par toutes les personnes qui nous contactent dans toutes les régions de France et donc je pense que nous arriverons à avoir des candidats au régional dans toutes les régions de France. Le PS serait prêt à renoncer au front républicain là, pour les élections régionales à cause de la droitisation de Bertrand et d'Estrosi. Vous partagez cette ligne? Je crois surtout qu'il ne faut pas introduire la confusion. Faisons les choses dans l'ordre. Il y a une élection régionale à la proportionnelle à 2 tours. Donc rassemblons-nous déjà au premier tour. Il faut le voir, la droite s'est unie. On peut dire avec beaucoup de divergences par ailleurs. Mais enfin, ils se sont unis pour présenter des listes ensemble. Le Front National, malgré ces querelles familiales qui donnent quand même un drôle de spectacle à ce parti, il est également au final avec toutes ces têtes d'affiche présentes dans toutes les régions de France et avec malheureusement une grosse dynamique. Face à cela, il faut que la gauche et les écologistes se rassemblent. Puis ensuite, nous verrons. Moi, je ne suis pas tellement favorable à cette idée qu'on pourrait tout mélanger comme ça à l'issue du premier tour. Mais il faudra regarder concrètement région par région quelles sont les possibilités. Vous savez que dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, par exemple, dans la région Provence, le comble, c'est que la gauche et les écologistes pourraient être dans un processus d'auto-élimination au premier tour par le choix de mauvaise stratégie, alors que par ailleurs, ils pourraient gagner au deuxième tour s'ils étaient plus rassemblés, car dans ces régions-là, rien n'est écrit d'avance sur l'idée que le Front National va gagner ou que la droite va gagner. On est sur des équilibres qui sont vraiment extrêmement proches, et c'est pareil en Provence-Alpes-Côte d'Azur, alors que ce sont 2 régions très différentes, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur, présentent à peu près les mêmes rapports de force politique. Et très vite va se poser la question du désistement. Au second tour, est-ce que vous êtes prêts, vous, est-ce que vous appellerez vos candidats ou les candidats qui sont sur des listes avec le PS à se désister pour la droite face au Front National? Nous voulons tout faire pour l'éviter. Ça va se présenter, François de Rugy, ça va se présenter probablement dans plusieurs régions de France. Et vous voyez bien, si on regarde les sondages ne sont pas par ailleurs des élections, ne font pas le résultat des élections et au régional, on a souvent eu des surprises. Mais les sondages montrent que, évidemment, si on est divisé, ce risque-là existe. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura une pression très forte pour que les listes se retirent purement et simplement
comme ça s'est fait au municipal, vous vous en souvenez, l'année dernière, dans un certain nombre de mairies. Donc vous défendez encore aujourd'hui le Front républicain? Non, je défends surtout l'idée qu'on fasse tout pour éviter que le Front National gagne une région, parce que ça, c'est une perspective qui est réelle. Ma collègue Barbara Pompili, qui est élue de la Somme, députée d'Amiens, l'a dit à propos de ce funeste choix de LV en Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Elle a dit « Le Front National, Marine Le Pen est aux portes du pouvoir dans cette région ». On a une question de Jacques qui nous dit « Après les régionales, vont venir rapidement les présidentielles 2017. Est-ce que vous soutiendrez clairement, on peut le dire, François Hollande ou en tout cas le candidat socialiste pour cette élection dès le premier tour? » Moi, j'ai déjà dit, mais ce n'est pas la priorité du moment. La priorité du moment, d'un point de vue électoral, ce sont les élections ça participe régionales. aussi à éclaircir un petit peu votre ligne politique. Nous sommes pour l'élection présidentielle, comme d'ailleurs pour les législatives qui suivront, là aussi pour le rassemblement, parce que sinon, là, l'élection présidentielle, c'est encore plus violent. C'est un coup près qui tombe le soir du premier tour et il n'y a que 2 candidats ou candidates qualifiés pour le deuxième tour. On a vécu ça le 21 avril 2002, on n'a pas envie de le revivre 15 ans après. Mais moi, je pense que le rassemblement aujourd'hui, il n'est pas acquis, il ne va pas de soi. C'est pour ça qu'il y a différentes possibilités. Il y a notamment celle des primaires qui a existé et qui a bien marché pour la gauche en 2011 pour les élections de 2012. J'ai regretté d'ailleurs que les écologistes à l'époque n'y aient pas participé parce que ça aurait fait là aussi exister l'écologie dans un débat et un choix Donc il majeur. va falloir se faire un peu violence pour se rassembler. La primaire, je crois que ce n'est pas se faire violence. Au contraire, c'est permettre l'expression des différentes sensibilités. 3 millions de Français avaient participé aux primaires. Je pense que les primaires de la droite, d'ailleurs, qui auront lieu en octobre 2016, auront le même succès. C'est la logique démocratique. On parlait tout à l'heure de la différence entre des partis refermés sur eux-mêmes, sur quelques centaines de militants, et des choix qui peuvent impliquer à un moment donné des citoyens. Ben voilà un bel exemple. En tout cas, il faudra trouver le moyen de se rassembler. Dans 3 mois, en même temps que les régionales, il y a la COP21, le sommet climat. Comment le nouveau parti que vous incarnez va contribuer à ce sommet? Là aussi, je crois que si on veut que l'écologie avance, et le défi climatique est un défi énorme. Pendant longtemps, vous m'auriez invité il y a 20 ans, cette émission aurait existé il y a 20 ans, vous m'auriez peut-être dit, mais il y a des gens qui contestent le phénomène du réchauffement climatique, le phénomène de l'effet de serre. Même il y a 10 ans. Ou des gens qui auraient contesté l'origine liée aux activités humaines. Aujourd'hui, plus personne ne conteste ça, ou presque, et c'est tant mieux. Mais au-delà de la prise de conscience, on peut d'ailleurs toucher du doigt, malheureusement, les conséquences des dérèglements climatiques, y compris en France. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, le président de la République, François Hollande, a voulu que cette conférence ait lieu à Paris, et c'est une bonne chose. Il faut le soutenir, et dans la négociation internationale, parce que là aussi, si on fait que des manifestations, qu'on brandit des pancartes, c'est peut-être bien pour sensibiliser des citoyens qui d'ailleurs sont déjà sensibilisés, mais ça ne fera pas bouger les choses au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Là, on est vraiment dans la politique et dans le rapport de force politique international, extrêmement lourd. Et puis, il faudra que cette mobilisation se traduise dans la politique française, dans la politique menée en France, dans le domaine des transports. Vous parliez de Notre-Dame-des-Landes tout à l'heure. Moi, je suis toujours contre ce projet, justement, parce qu'il me paraît totalement anachronique par rapport à ces enjeux climatiques, à une politique cohérente de lutte contre Alors, les venons effets de aux serre. enjeux justement, on va ouvrir notre séquence pour ou contre, une séquence classique de l'émission. On va vous demander rapidement si vous êtes pour ou contre une proposition et vous nous dites en quelques mots, 1 minute, si On a le droit d'être un peu plus nuancé parfois. vous avez un mot, vous avez 1 minute, vous avez 1 minute pour vous expliquer. Comment ça Contraindre à verser aux pays en voie de développement les moyens de financer leur politique écologique, notamment à verser les 100 milliards de dollars d'ici 2020, promis depuis 2009. Je suis pour évidemment ce fonds vert mondial de ce qui a été évalué à 100 milliards de dollars pour lequel d'ailleurs la France a déjà, elle, payé, si je puis dire, en tout cas, c'est déjà engagé, mais malheureusement, beaucoup d'autres pays ne suivent pas. Il y a une taxe sur les transactions financières Ce européennes. serait un bon moyen, en effet, d'avoir une recette et pour une solidarité mondiale, parce que c'est évident qu'on ne pourra agir contre le dérèglement climatique, sur l'effet de serre, qu'à l'échelle mondiale. Et que s'il y a une solidarité. Aujourd'hui, beaucoup de pays en voie de développement disent écoutez, vous avez pollué pendant plus de 100 ans, depuis que vous avez lancé votre révolution industrielle au 19e siècle, et maintenant vous venez nous voir pour faire des efforts. Soit on fait des efforts solidairement, soit ce sera le chacun pour soi et on n'arrivera pas à... Est-ce que vous êtes pour ou contre, François de Rugy, fixer un cap d'une énergie 100% renouvelable à l'horizon 2050-2060 Bien sûr, alors là 100% pour, sans nuance pour le coup, parce que alors c'est très progressif évidemment, mais il y a eu plusieurs scénarios extrêmement sérieux, y compris de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, agence française,
qui a dit que c'était possible Ça d'avoir doit un scénario 100% renouvelable. C'est l'avenir, parce que c'est ce qui nous permettra tout à la fois de lutter contre l'effet de serre, de ne pas être dépendant du nucléaire qui a tous les inconvénients que l'on sait en termes de sécurité et en termes de déchets nucléaires, et par ailleurs, ça permettra de créer des nouvelles activités, des emplois, des entreprises dans le secteur, y compris industriel. Selon vous, ça doit être un objectif pour cette COP21 ? Ah, je pense que c'est l'objectif à long terme. Faut-il, oui ou non, instaurer un prix du carbone et un prix qui serait le même pour tous les pays? Oui, d'ailleurs la France l'a déjà fait. C'est passé un peu inaperçu parce qu'on l'a fait progressivement, intelligemment d'ailleurs, sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'était une des batailles d'ailleurs que les écologistes avaient menées et qu'ils avaient gagnées. Quand nous menons des batailles au sein du gouvernement, au sein de la majorité parlementaire, nous y arrivons. Je vois mon collègue Éric Alauzet, qui est député écologiste, membre de la commission des finances, s'est beaucoup battu pour cela. Aujourd'hui, c'est une réalité, alors que vous vous souvenez que le gouvernement Fillon s'était cassé les dents sur ce projet il y a quelques années. Et faut-il créer un statut de réfugié écologique ? Oh, je crois qu'il ne faut pas multiplier les statuts au gré des évolutions. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire face à la question des migrations liées, pour une part, pour certaines d'entre elles, aux questions climatiques. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont déstabilisés par les conséquences du réchauffement climatique. La bande sahélienne de désert ne cesse de s'élargir. C'est évident qu'au-delà d'autres conflits religieux ou politiques au Mali ou autres, tout ça s'imbrique. Ce qui se passe autour du lac Tchad, je ne vais pas rentrer dans les détails pour nos auditeurs, mais franchement, ils pourront aller voir, les ressources en eau se réduisent et ça crée évidemment des crises dans les pays concernés, même en Syrie. On pense que, et des chercheurs spécialistes des migrations ont démontré qu'une partie de la déstabilisation de la Syrie, au-delà de la guerre voulue par Bachar el-Assad, est liée au problème des conséquences du réchauffement climatique sur les ressources en eau. Juridiquement, vous n'êtes pas pour un statut juridique? Je pense qu'il faut faire attention, parce que j'ai vu que climatique. Nicolas Sarkozy proposait un statut de réfugié de guerre, etc. Alors lui, en plus, il propose que les gens y viennent, puis après, ils repartiront comme ça. C'est complètement aberrant. Je crois qu'il faut surtout qu'il y ait, là aussi, on ne s'en sortira que avec plus de solidarité européenne. Là, nous sommes pro-européens dans le débat politique français. Il faut être clair aussi sur ces questions-là. Il y a des gens qui proposent que chacun, on en revienne au chacun pour soi national, notamment le Front National. Malheureusement, la droite semble lui emboîter le pas. Nous défendons l'idée que c'est en ayant une solidarité européenne, une répartition de l'effort, car c'est un effort d'accueillir des centaines de milliers, peut-être des millions de réfugiés sur le continent européen. Justement, ça nous amène à discuter un petit peu des migrants. Avec l'actualité de ce moment et d'hier soir, l'Europe n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la question des quotas. L'Allemagne a fermé ses frontières de façon provisoire, comme l'Autriche, rétabli les contrôles aux frontières. Vous avez raison, comme d'autres pays européens. Est-ce que c'est la preuve là que l'Union européenne doit désormais fonctionner différemment, avec de nouvelles règles pour faire face à ces vagues de migrants qui ne sont pas prêts de s'arrêter, hélas? Je crois surtout qu'il y a un moment donné, il va falloir se poser la question de qui veut vraiment participer au projet européen. Parce qu'il y a des pays qui ont voulu rentrer dans l'Union européenne. Personne ne les a forcés. La Hongrie, dont on parle, la Slovaquie, la Tchéquie, qui refusent ces politiques solidaires, ils ont voulu rentrer dans l'Union européenne. Vous avez vu même le débat sur la Grèce dans un autre domaine, c'était le domaine budgétaire et économique. Bien, la Grèce a voulu rentrer dans l'Union européenne, a voulu être dans l'euro, et Alexis Tsipras, finalement, il a fait le compromis sur la base du maintien dans l'euro. Sinon, il y avait le choix de la sortie de l'euro et donc du délitement du projet européen. Mais là, il faut que les uns et les autres se prononcent, parce que sinon, l'Union européenne, elle va être au mieux paralysée, c'est ce qui se passe déjà depuis des années, ou sinon, elle va se déliter, elle n'aura plus de projet commun. On ne peut pas en effet avoir la libre circulation des personnes, qui est pourtant un progrès pour les Européens, si on n'a pas une coordination de nos politiques. Il faut taper un petit peu sur la table. Vous voulez dire qu'un pays qui ne respecterait pas, qui ne voudrait pas, qui n'aurait pas les moyens de respecter Schengen, par exemple, devrait s'en extraire? Je pense que la question de l'appartenance à l'Union européenne d'un certain nombre de pays est posée. D'ailleurs, la Grande-Bretagne, qui veut faire un référendum, au moins les choses seront claires.
qu'on fait un référendum. Et le peuple britannique sera devant ses responsabilités. On ne peut pas pendant des années être tout le temps anti-européen, avoir des gouvernements qui, à Bruxelles, comme on dit, mais c'est-à-dire dans les négociations européennes, sont tout le temps à vouloir casser le projet européen, puis en même temps y rester pour bénéficier quand même par ailleurs des retombées économiques favorables, parce que la Grande-Bretagne bénéficie beaucoup de la libre circulation des marchandises, et un pays comme la Hongrie aussi. Donc là aussi, il faut être cohérent. Ce n'est pas une partie du projet européen quand ça nous arrange, et le refus de l'autre partie quand on n'est plus d'accord. Et je trouve que ce que fait Angela Merkel, vous vous souvenez comme elle a été critiquée en France, vilipendée. Vous parliez de M. Mélenchon tout à l'heure, qui l'a insultée, qui lui disait de se taire. Eh bien, aujourd'hui, on voit au contraire qu'elle, elle porte encore ce projet européen. Et que ce soit sur les migrants ou que ce soit, même moi je considère que c'est compréhensible. Il ne faudrait pas que ça se multiplie, bien sûr, ce retour des contrôles aux frontières, mais c'est compréhensible que l'Allemagne ait tapé du poing sur la table de cette façon. Est-ce qu'elle n'a pas créé un appel d'air? Est-ce qu'elle n'est pas submergée par l'onde de choc politique de son message? C'est vrai qu'il faut, ça montre qu'on ne peut encore une fois s'en sortir que par plus de coordination européenne, plus de solidarité européenne, plus de répartition européenne, ou alors on n'y arrivera pas et chaque pays sera devant ses problèmes. Et vous savez, ce n'est pas la France ou l'Allemagne qui sont les pays de première entrée pour les migrants, les réfugiés. C'est l'Italie, c'est la Grèce et certains pays de l'Est de l'Europe sont également beaucoup plus proches des filières d'immigration qui viennent du Moyen-Orient. Là, on parle des conséquences de la crise. La cause, c'est la Syrie. Enfin, c'est une des causes, il y en a plusieurs autres. Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, il y a un débat sur une intervention en Syrie. Quelle est votre position? Est-ce qu'il faut intervenir, la France seule, l'Europe, dans le cas de... en Syrie et au sol en Syrie? Vous avez raison de rappeler quand même le fait que ces réfugiés ne sont pas réfugiés simplement comme cela ou parce qu'ils voudraient se déplacer pour aller chercher un avenir meilleur dans un autre pays. Ils sont chassés de leur pays par la guerre. En Syrie, il y a des millions de personnes qui sont déplacées à l'intérieur de la Syrie, déplacées et réfugiées dans les pays voisins. Et il y en a quelques centaines de milliers qui vont vers d'autres pays plus lointains. Il y a eu 250 000 morts, d'après les évaluations, à cause de la guerre que Bachar Assad a menée à son peuple. Il ne faut jamais oublier ça. Et la France avait proposé au début avec les États-Unis d'intervenir il y a 2 ans. Moi, je regrette qu'elle n'ait pas été suivie à l'époque. contre-pied. Voilà, et qu'elle n'ait pas été suivie par la communauté internationale. Et vous savez, tout le monde a eu le cœur soulevé par la photo terrible de cet enfant échoué sur une plage. Oui. Mais on aurait dû aussi avoir le cœur soulevé par des photos, je ne sais pas s'il y en a eu à l'époque, par les Syriens qui ont été gazés par M. Bachar el-Assad qui avait lancé des armes chimiques sur son propre peuple. Donc il faut intervenir. Il faut que la communauté internationale, en effet, s'organise, parce que la France ne peut pas le faire toute seule, et la France est présente aussi sur d'autres théâtres d'opération en première ligne, comme au Mali ou au Sahel, donc la France ne pourra pas être en première ligne, il faut aussi être concret et réaliste. Le président de la République a eu raison de dire que ce serait irréaliste aujourd'hui de dire que la France va s'engager au sol, par exemple, mais je soutiens le président de la République quand il envisage une intervention qui accompagnerait une par ailleurs aussi la voie diplomatique. Il faudra négocier et discuter, y compris en intégrant l'Iran, puisque le contentieux nucléaire iranien a été réglé par un accord, et il faut voir si la Russie est prête à jouer son rôle ou pas. Et en intégrant Bachar ou en excluant Bachar? Non, je pense que l'objectif, c'est que Bachar el-Assad, qui a déjà fait trop de tort à son pays, quitte le pouvoir. Je crois d'ailleurs que cet objectif est assez largement partagé, mais il profite des divisions de la communauté internationale pour se maintenir au pouvoir. Ce sera le mot de la fin. Merci messieurs, merci François de Rugy d'avoir été avec nous ce matin dans Direct Politique. Chers internautes, on se retrouve mardi prochain, comme d'habitude, même endroit, même heure. D'ici là, restez connectés.